La douce lumière du matin parisien filtrait à travers les fenêtres de mon appartement, créant un décor presque magique. Les oiseaux chantaient dehors et l'arôme du café frais emplissait l'air. J'étais radieuse. Aujourd'hui était un jour spécial. J'avais reçu une promotion dans l'entreprise, une reconnaissance dont je rêvais depuis si longtemps. Travailler à maison de luxe n'était pas qu'un travail, c'était la réalisation d'un rêve, l'accomplissement d'années d'efforts et de dévouement. En me préparant, j'ai revécu chaque instant qui m'a amené ici. La première fois que je suis rentrée dans cet imposant bâtiment, le sentiment d'être entourée de personnes influentes et créatives, la pression de répondre à des attentes extrêmement élevées. Et maintenant, en tant qu'assistante de direction d'Henri, le PDG de l'entreprise, j'étais sur le point de pousser ma carrière encore plus loin. L'idée de travailler à ses côtés, l'un des hommes les plus admirés et respectés de l'industrie, m'a rempli le cœur d'espoir. Je suis arrivée au bureau un peu en avance, impatiente de partager la nouvelle avec ma collègue Juliette. Elle a toujours été ma confidente, une amie fidèle dans le contexte compétitif du monde des affaires. Quand je l'ai trouvée dans la cuisine, je n'ai pas pu contenir mon excitation. « Juliette, tu ne croiras pas. J'ai été promue !» m'exclamai-je, sautant presque de joie. Elle se retourna, les yeux brillants d'excitation. « Sérieux ? Camille, c'est incroyable. Tu mérites. Désormais, vous travaillerez plus étroitement avec Henri. C'est un grand pas. Oui, et je suis un peu nerveux, pour être honnête. Que attend-il de moi ? Ai-je demandé en me mordant la lèvre inférieure. Juliette sourit, mais il y avait une subtile pointe d'inquiétude dans ses yeux. Henri est exigeant, mais il sait aussi reconnaître les talents. Faites attention. Il a la réputation d'être intense. À ce moment-là, je n'ai pas réalisé ce qu'elle voulait vraiment dire. L'excitation m'a aveuglée face aux avertissements qui se préparaient. Dès le début de la journée, j'ai été convoquée dans la salle de réunion, où étaient réunis tous les cadres. Henri était là, sa présence charismatique illuminait la pièce. Il avait une manière de faire en sorte que les gens se sentent importants, comme si chaque mot qu'il prononçait était un trésor. « Camille », dit-il en me regardant droit dans les yeux, « félicitations pour la promotion. Je crois que vous ferez un excellent travail. J'ai hâte de voir vos contributions. » La chaleur me monta au visage. « Merci, Henri. J'ai hâte de commencer, » réussis-je à répondre, même si une vague de nervosité m'envahit. La journée s'est poursuivie avec des réunions et des tâches, et au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'atmosphère commençait à changer. Lors d'un dîner d'affaires que nous organisions pour un client important, j'ai remarqué qu'Henri se comportait différemment. L'atmosphère sophistiquée était remplie de rires et de bonnes conversations, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise. Alors que nous étions assis à table, il a fait un commentaire qui m'a surpris. « Camille, tu es si belle aujourd'hui. C'est incroyable comme une femme peut briller dans un environnement comme celui-ci. Vous devriez envisager de porter des robes plus serrées, peut-être quelque chose qui flatte encore plus vos courbes. » Les rires autour de la table se sont calmés et je me suis figée. « Merci, Henri, » répondis-je en essayant de garder mon sang-froid, mais la tension dans l'air était palpable. La conversation continue, mais je peux à peine y prêter attention. Le sentiment d'être exposé, d'être réduit à un objet de désir, me dérangeait profondément. Le dîner était terminé et quand je suis revenue au bureau, mon estomac était noué. Henri m'a appelé pour parler à son bureau. Le cœur s'emballa. Je savais que je devais rester calme, mais l'anxiété était incontrôlable. Je suis entrée dans l'espace opulent, décoré d'œuvres d'art et de meubles luxueux, et j'ai fermé la porte derrière moi. « Camille », commença-t-il d'un ton doux, presque séduisant, « s'il vous plaît, asseyez-vous. J'aimerais discuter de quelques idées pour le prochain projet. » Je m'assis sur la chaise en face de lui, essayant de ne pas laisser paraître à quel point j'étais nerveux. « Bien sûr, Henri. Je suis prêt à aider. » Il se pencha en avant, les mains jointes, comme s'il s'apprêtait à partager un grand secret. « Tu as un talent incroyable, tu le sais ? Votre façon de gérer les situations, votre capacité à communiquer, est admirable. » « Merci, » murmurai-je, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Mais alors que la conversation se poursuivait, il commença à se rapprocher, sa voix baissant encore plus. « Tu sais, Camille, j'aime les gens qui ont de l'ambition.
Ils sont rares. Et toi, tu es l'une des personnes les plus prometteuses que j'ai jamais rencontrées. Je les regardais, les mots semblaient doux, mais il y avait là quelque chose de sombre. La façon dont il me regardait, comme s'il évaluait non seulement mon travail mais aussi mon essence, me faisait me sentir vulnérable. Je veux juste faire de mon mieux, Henri, dis-je en essayant de maintenir une distance émotionnelle. Ah, mais tu peux faire bien plus que ça, répondit-il, son sourire s'élargissant d'une manière qui ne m'apporta aucun réconfort. N'oubliez pas que je serai toujours là pour vous guider. Un rhume me parcourut le corps. Ce qui était censé être une conversation professionnelle se transformait en quelque chose de bien plus menaçant. L'atmosphère était chargée et j'avais l'impression d'être entraîné dans un abîme auquel je ne pouvais pas échapper. Merci pour les conseils, répondis-je, essayant de mettre fin à la conversation. Il se pencha en arrière sur sa chaise, me regardant avec un regard qui me donnait l'impression d'être nu. Excellent. J'espère que nous pourrons travailler ensemble en étroite collaboration, Camille. Des opportunités se présentent à ceux qui sont prêts à les saisir. Dès que j'ai quitté le bureau, un énorme poids s'est posé sur ma poitrine. L'euphorie de la promotion semblait désormais lointaine, éclipsée par ce qui venait de se passer. Le couloir semblait sans fin, et chaque pas que je faisais m'éloignait plus de sécurité que je ne le pensais. Les voix de mes collègues ressemblaient à un écho lointain et je voulais juste me cacher. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tellement rêvé de cette promotion, et maintenant tout ce que je ressentais, c'était la peur. L'image d'Henri, avec son regard pénétrant et ses paroles pleines de double sens, ne m'a jamais quitté l'esprit. Cette nuit-là, en me regardant dans le miroir, j'ai réalisé que la femme que j'étais commençait à se défaire. Le reflet qui me regardait était celui de quelqu'un de effrayé, perdu dans un monde qui semblait être devenu hostile. Un sentiment d'impuissance m'envahit. Pour la première fois, la réalisation de mon rêve me parut être un cauchemar. J'ai fermé les yeux, essayant de chasser mes pensées, mais la vérité était indéniable. Le silence qui m'apportait autrefois la paix criait désormais en moi et je savais que le combat ne faisait que commencer. Je me souviens du jour où la promotion est arrivée comme un souffle d'espoir, une lumière vive au milieu de l'obscurité qui commençait à se former autour de moi. Mais maintenant, assis dans ma petite cuisine à Paris, avec les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre, j'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar. L'éclat de mon nouveau poste au sein de l'entreprise de luxe où je travaillais semblait s'être estompé, éclipsé par les ombres créées par Henri, mon patron. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. La lutte intérieure qui faisait rage en moi s'intensifiait chaque jour. Que dois-je faire? Parler? Rapport? Et si cela signifiait perdre mon emploi? Et si personne ne me croyait? La peur me paralysait, me gardait silencieux, comme une prison invisible. Cet après-midi-là, j'avais rendez-vous avec mes amies Sophia et Juliette. Ils étaient mon refuge, mais malgré cela, j'hésitais à leur dire ce que je vivais. Tout au long de la journée, pendant que je me préparais, j'ai répété 1000 façons d'aborder le sujet, mais toutes me semblaient insuffisantes. Que dirais-je? Salut les filles, comment allez-vous? Alors mon patron me harcèle, mais je ne sais pas quoi faire. Cette façon de penser m'a fait me sentir encore plus seule. Quand je suis finalement arrivée au café où nous allions nous retrouver, l'odeur du café frais et les rires autour de moi n'ont fait qu'ajouter à mon malaise. Sophia et Juliette étaient déjà là, en pleine conversation animée. Quand ils m'ont vu, ils m'ont souri et m'ont salué chaleureusement. « Camille! Vous êtes merveilleux !» s'écria Juliette en me serrant dans ses bras. Je me forçai à sourire et m'assis, essayant d'ignorer la tempête qui se préparait en moi. « Alors, comment se passe le travail ?» demanda Sophia en prenant une gorgée de son cappuccino. La question était simple, mais je savais que si j'en parlais, la vérité pourrait glisser de mes lèvres. « C'est bon, répondis-je, presque sans réfléchir. C'est juste beaucoup de travail, tu sais ce que c'est. » Mes amis ont commencé à parler de leurs propres défis, ce qui m'a fait me sentir un peu mieux, mais le sentiment de cacher quelque chose pesait comme une encre. Pendant qu'ils parlaient, j'ai regardé par la fenêtre, regardant les lumières de la ville se refléter dans les flaques de pluie. Un monde là-bas, si vibrant, alors que je me sentais de plus en plus invisible. « Camille, tu es si calme aujourd'hui. Tout va bien ?» demanda Sophia, la voix pleine d'inquiétude. La sincérité dans ses yeux me donnait presque envie de tout lui dire, mais l'idée d'exposer ma vulnérabilité était terrifiante.
J'ai juste hoché la tête, essayant de cacher mon agitation. La conversation s'est poursuivie, mais je me sentais distante, comme si je regardais tout depuis un endroit qui n'était pas le mien. La vérité que je détenais est devenue un poids de plus en plus difficile à supporter. Je savais que je devais parler, mais que se passerait-il si je le faisais? Et si Henri savait? La pensée de sa fureur me rendait malade. La nuit est tombée, après quelques heures, nous nous sommes dit au revoir. Je me promenais dans les rues de Paris et le froid de la nuit me frappait comme un cruel rappel de la solitude que je ressentais. Dès mon retour à la maison, une vague de fatigue m'a submergée, mais je n'arrivais pas à dormir. Les images d'Henri, ses paroles, ses regards envahissants, tout cela se répétait dans mon esprit comme un écho incessant. Ce n'est que lorsque je me suis regardée dans le miroir, dans la douce lumière de ma salle de bain, que j'ai réalisé ce qui m'arrivait. Mon reflet montrait une Camille que je reconnaissais à peine. Le sourire qui brillait sur mon visage n'était plus qu'un pâle contour. Ma peau était pâle, mes yeux autrefois vibrants semblaient ternes et fatigués. Chaque jour qui passait, j'avais l'impression de perdre mon identité, qu'Henri me consommait peu à peu. « Tu es toujours forte, Camille », murmurai-je, mais ma voix semblait vide. La force que j'essayais de rassembler me semblait lointaine, comme un rêve qui s'estompait à l'aube. Je me souvenais de toutes les fois où Henri m'avait félicité au début, comme s'il s'agissait d'une sorte d'accomplissement, comme si ma valeur dépendait de sa validation. Et maintenant, je me retrouve prisonnier d'un jeu auquel je n'ai pas choisi de jouer. Une fois de plus, les souvenirs revinrent, tous plus douloureux les uns que les autres. Je me souviens de la première fois qu'il s'est approché de moi, de la façon dont il m'a regardé, comme si j'étais une pièce d'un puzzle qu'il devait assembler. Il était charmant, charismatique et son attention était séduisante. Mais maintenant, tout cela était devenu un piège. Cette nuit-là, alors que le froid s'infiltrait par les fissures de ma fenêtre, je me suis assis dans mon lit, enveloppé dans une couverture, comme si elle pouvait me protéger du monde extérieur. La vérité, c'est que j'en avais marre de me battre seul. Le silence qui hurlait en moi devenait insupportable. J'avais besoin d'aide, mais le courage de la demander me semblait être une montagne insurmontable. Pourquoi ne parles-tu pas à quelqu'un? J'ai réfléchi à voix haute, mais la voix dans ma tête a rapidement répondu, et s'il ne te croit pas? Le doute était une ombre constante, et chaque fois que j'essayais de l'imaginer se dissiper, il devenait plus dense. J'avais besoin de sortir de cette prison qu'Henri avait construite autour de moi. Ce que je voulais vraiment, c'était être entendu, être cru. Le désir de liberté a commencé à se former dans ma poitrine, mais l'anxiété me dominait toujours. Que se passerait-il si je parlais? Et si je n'étais pas assez fort pour faire face aux conséquences? Cette nuit-là, j'ai pris la décision d'essayer au moins. Je ne savais pas comment ni quand, mais faire quelque chose, n'importe quoi, me semblait mieux que de rester silencieux. La première étape serait de trouver quelqu'un qui puisse m'écouter. Alors que les lumières de Paris scintillaient autour de moi, je me suis fait une promesse silencieuse, plus rien. Le silence qui hurlait en moi ne pouvait pas continuer. Je ne savais pas quel serait le résultat, mais je savais que je devais essayer. Le combat ne faisait que commencer et j'étais déterminée à me battre pour moi-même. Le poids de l'humiliation me brûlait encore le visage alors que je quittais l'élégante salle de bal du gala. La soirée, qui était censée célébrer le succès de l'entreprise, avait viré au cauchemar. Les rires et les murmures autour de moi sont devenus des échos lointains, comme si j'étais coincé dans un tunnel de désespoir. Henri m'avait exposé à des collègues et à des clients, faisant des commentaires sarcastiques sur ma performance, insinuant que j'avais obtenu ma promotion uniquement grâce à sa générosité. Chacun de ces mots était comme un coup dur et je me sentais petit, insignifiant, comme si je me recroquevillais en moi-même. Alors que je marchais vers le métro, les lumières de la ville semblaient briller avec une intensité cruelle. La joie de Paris me semblait une mauvaise plaisanterie. Le vent mordant m'a apporté un moment de clarté, comme si chaque rafale essayait de me réveiller à la réalité. Assez, ai-je pensé. Je ne pouvais plus rester silencieux. Il était temps d'agir, de briser ce cycle du silence qui m'étouffait. Le souvenir du regard moqueur d'Henri me fit accélérer le pas. J'avais besoin d'un plan. J'avais besoin de courage. Ce matin-là, la journée a commencé avec un sentiment d'urgence. Le petit déjeuner touchait à peine mon estomac, mais mon esprit s'emballait. Que ferais-je? Comment dénoncer cet homme puissant, craint et respecté par beaucoup?
L'idée d'aller voir la police me terrifiait. Que dirait-il? Mes pensées étaient un tourbillon de doutes et de peurs. J'ai décidé que j'avais besoin de soutien, de quelqu'un qui pourrait m'aider à naviguer dans ce labyrinthe. Le cœur battant, je me suis dirigé vers le commissariat le plus proche. L'espace était stérile, avec des murs gris et une atmosphère qui respirait l'indifférence. En entrant, j'ai été accueilli par un policier qui semblait plus intéressé par son téléphone portable que par ma présence. Il m'a regardé avec dédain quand j'ai finalement réalisé que j'étais là. « Que veux-tu » a-t-il demandé, sans même cacher son ennui. J'ai avalé difficilement et les mots se sont coincés dans ma gorge. Je suis ici pour dénoncer mon patron, ai-je pensé, mais avant que je puisse parler, il m'a interrompu. Écoute, si on doit porter une plainte idiote, on n'a pas le temps. La file d'attente est longue. L'impact de ces paroles a été dévastateur. J'étais là, sur le point de dénoncer ce que je considérais comme une terrible violation, et il m'a traité comme si j'étais juste une nuisance parmi d'autres au cours d'une journée ordinaire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de garder mon calme. Ce n'est pas une plainte idiote. Je m'appelle Camille, employée chez Luxe Maison. Mon patron, Henri, me harcèle. J'ai besoin d'aide. L'officier a haussé les sourcils, mais avait toujours l'air sceptique. Il se pencha en avant, croisant les bras. Écoute, Camille, ce que tu dis est sérieux, mais tu sais comment ça se passe. Henri est un grand homme d'affaires. Il a beaucoup à perdre et beaucoup de monde à ses côtés. Avez-vous une preuve? Des témoins. Le poids de son incrédulité m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'avais aucune preuve concrète, juste mon histoire et la douleur que je portais. J'étais sur le point de céder à la frustration lorsqu'une voix interrompit le dialogue. « Excusez-moi, que se passe-t-il ici ?» J'ai regardé sur le côté et j'ai vu un homme de grande taille aux cheveux bruns et aux yeux perçants. Il portait un blazer sombre qui avait l'air un peu usé, mais il y avait un air de détermination dans sa position. L'officier l'a regardé, minimisant clairement son intrusion. « Nous traitons une plainte. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nécessite votre intervention. » L'homme n'a pas été intimidé. Il s'est tourné vers moi et ses yeux exprimaient une empathie que je ne m'attendais pas à trouver là-bas. « Je m'appelle Étienne, avocat. Puis-je vous aider? » « Qu'est-ce que tu essaies de dire? » J'ai hésité, mais l'urgence de la situation a fait couler les mots. J'ai expliqué, d'une voix tremblante, ce qu'Henri avait fait, à quel point je me sentais impuissant et comment la police traitait mon cas comme un simple caprice. Pendant que je parlais, un fil d'espoir a commencé à se former en moi. Étienne m'écoutait attentivement, sans m'interrompre, et cela me soulageait. « Camille, tu n'es pas seule. Ce qui vous est arrivé est inacceptable. Nous avons besoin d'un plan et de preuves, mais d'abord, vous devez vous sentir en sécurité. Sortons d'ici et parlons dans un endroit plus privé, suggéra-t-il d'un ton ferme. Je suis sorti du commissariat avec Étienne. L'air frais de la ville m'a frappé comme une vague et j'ai eu l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelqu'un à côté de moi prêt à m'écouter. Nous sommes allés dans un café voisin, un petit endroit confortable avec des tables en bois et un fort arôme de café frais. Je me suis assis et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de comprendre l'intensité de ce qui venait de se passer. Alors, Camille, je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé. Ne rien oublier, demanda-t-il en se penchant en avant alors que je m'installais dans le fauteuil, cherchant le courage qui me manquait. J'ai commencé à raconter mon histoire, chaque détail dont je me souvenais. J'ai parlé de la promotion, des premiers instants d'euphorie, et même des insinuations d'Henri, qui ont commencé comme un murmure et se sont vite transformés en cris assourdissants dans mon esprit. J'ai parlé des fois où il m'a appelé dans son bureau, de la peur que j'ai ressentie lorsque j'ai franchi cette porte, de la façon dont il s'est approché de moi, comme si j'étais un objet de possession. « Et tu n'en as jamais parlé à personne ?» a demandé Étienne, visiblement inquiet. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de retenir mes larmes. Je ne savais pas comment. J'avais peur de perdre mon emploi, d'être discrédité. Il est puissant et je ne suis qu'un employé. Qui me croirait? Il m'a regardé et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il savait exactement ce que je ressentais. Camille, la plupart des victimes ressentent cela, mais tu ne peux pas laisser la peur t'empêcher de te battre. Je vais vous aider, mais j'ai besoin de votre confiance.
Rassemblons les pièces et construisons un dossier, a-t-il déclaré fermement. La détermination dans les propos d'Étienne m'a redonné un nouveau souffle. Je savais que ce ne serait pas facile, mais l'idée d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui croyait en moi, m'a donné une force inattendue. « Qu'est-ce que tu as besoin de moi ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme maintenant. Nous devons tout documenter. Chaque interaction que vous avez eue avec lui, les moments qui vous ont mis mal à l'aise, les témoins qui pourraient corroborer votre histoire. Faisons cela ensemble, a-t-il répondu, un sourire encourageant aux lèvres. Cette conversation a été le tournant auquel j'attendais. Le sentiment que je pouvais enfin avoir une voix, que l'injustice que j'avais endurée pouvait être révélée, a rallumé un feu en moi. Le combat ne faisait que commencer, mais je n'étais plus seule. Et pour la première fois, j'avais l'impression que la vérité pouvait enfin crier plus fort que le silence qui m'oppressait. Le salon du bureau d'Étienne était rempli de livres et de documents, un véritable dédale de papiers et d'informations qui semblaient s'accumuler dans un coin oublié. Il m'a invité à m'asseoir dans un confortable fauteuil en cuir pendant qu'il se déplaçait entre des piles de dossiers, consultant des notes. La douce lumière de l'après-midi entrait à flot par les fenêtres, mais l'atmosphère était lourde. L'air était rempli d'attente, un mélange de nervosité et de détermination. Je savais que j'étais sur le point de vivre l'un des moments les plus déterminants de ma vie. « Camille, es-tu prête pour ça ?» La question d'Étienne m'a fait hésiter. Il m'a regardé dans les yeux avec un sérieux qui m'a fait sentir des papillons dans mon ventre. « Je veux que vous sachiez que tout cela est très important. Pas seulement pour vous, mais pour toutes les femmes qui ont vécu la même chose que vous. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mon courage. « Oui, je sais. C'est juste, et s'il ne me croit pas? Et si Henri utilisait tout son pouvoir pour me détruire? » Le doute sortit de mes lèvres et je ne pus empêcher le tremblement dans ma voix. « Écoutez, Henri a peut-être l'argent et l'influence, mais vous avez la vérité de votre côté, » a répondu Étienne avec un sourire encourageant. « Et la vérité trouve toujours le moyen de l'emporter, Camille. Souviens-toi de ça. » J'acquiesçai, essayant d'absorber ses paroles. La vérité, oui. C'était la seule chose que j'avais, mais le doute me consumait toujours. Au cours des derniers mois, je suis devenue l'ombre de moi-même. La femme confiante qui avait accepté la promotion dans l'entreprise de luxe avait cédé la place à une version effrayée et incertaine. La peur était devenue une compagne constante, et l'idée de témoigner contre Henri, un homme puissant, était terrifiante. « Commençons à préparer votre déclaration, » dit Étienne en sortant un dossier rempli de documents. J'ai fait des recherches et trouvé plusieurs autres allégations contre Henri. Cela peut contribuer à renforcer votre position. Rapport ? Ai-je demandé, intrigué. Tu veux dire que d'autres femmes ont aussi parlé de lui ? Oui, répondit-il en me regardant avec une expression sérieuse. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été entendus ou ont vu leurs plaintes ignorées. Mais maintenant, si vous êtes prêt à vous exprimer, nous pouvons faire la différence. Pendant qu'il parlait, une vague d'espoir a commencé à remplacer la peur qui m'envahissait. Si d'autres femmes avaient également souffert aux mains d'Henri, peut-être y avait-il de la force dans notre union. Mais l'idée de faire face à l'homme qui m'avait détruit émotionnellement était toujours accablante. Et s'il essayait de discréditer mon histoire ? Ai-je demandé, l'inquiétude résonnant dans mon esprit. Il a tellement d'influence et les gens croient en lui. C'est une possibilité, a reconnu Étienne. Mais votre rapport est votre arme. Il faut être clair et ferme. N'ayez pas peur de révéler ce qu'il vous a fait. Personne ne peut vous enlever votre voix. La détermination dans son ton m'a fait me sentir un peu plus fort. J'ai regardé par la fenêtre, regardant les lumières de Paris commencer à briller au crépuscule. La ville était belle, mais j'avais l'impression que sa beauté était lointaine de moi, comme si j'étais piégée dans une bulle de douleur et de frustration. Le monde extérieur semblait indifférent à ma souffrance, mais en moi, une étincelle de courage commençait à s'enflammer. « Entraînons-nous » suggéra Étienne. « Je veux que vous racontiez votre histoire comme si vous étiez devant le juge. Dis-moi juste ce qui s'est passé. » J'ai fermé les yeux un instant, respirant profondément, essayant de me souvenir des moments que je voulais oublier. D'une voix tremblante, j'ai commencé à raconter. Henri a toujours été gentil au début de mon travail. Il m'a félicité, a prêté attention à moi. Mais ensuite, les choses ont changé.
Lors de dîners d'affaires, il commençait à faire des commentaires déplacés. Je me sentais mal à l'aise, mais je pensais que j'exagérais. Continuez, m'encourageait Étienne, le regard fixé sur moi, comme s'il essayait d'absorber chaque mot. Puis ce jour-là, il m'a appelé dans son bureau, dis-je, des souvenirs envahissant mon esprit. Je pensais que c'était quelque chose lié au travail. Mais quand je suis arrivé, il a verrouillé la porte et a commencé à me regarder d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'est approché de moi, et je me suis senti pris au piège, comme s'il n'y avait aucune issue. Super, Camille. C'est important, interrompit Étienne en prenant des notes. Ces détails sont essentiels. J'ai continué en me laissant emporter par le récit. Il y a eu tellement de fois où j'ai pensé que j'aurais dû faire quelque chose, mais j'avais toujours peur. Il avait cette façon de me faire sentir insignifiante. Je ne savais pas si quelqu'un me croirait. C'était comme si je criais dans un silence assourdissant. Et c'est exactement ce que nous devons montrer. Vous êtes un survivant et votre voix doit être entendue, a déclaré Étienne, sa confiance m'affectant. Maintenant, parlons du jour où vous avez décidé de le signaler. À ce moment-là, une vague de détermination m'a envahi. J'étais plus qu'une victime. Il était temps d'être l'héroïne de ma propre histoire. Après cette humiliation publique lors de l'événement, je savais que je ne pouvais plus garder le silence. J'avais besoin de faire quelque chose. Parfait, Camille. Cela montre votre force, a-t-il félicité, et j'ai ressenti un élan de fierté. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression de retrouver une partie de moi-même. Après 1 heure de pratique, Étienne m'a regardé avec un visage sérieux. Êtes-vous prêt pour la prochaine étape? Je le suis, répondis-je, avec plus de confiance que je ne le pensais possible. Mais en même temps, une ombre de doute planait encore sur moi. Je pense que oui, mais que se passe-t-il si j'échoue? Tu n'échoueras pas, dit Étienne en posant sa main sur la mienne. Je serai à tes côtes. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ces mots ont résonné dans mon cœur. L'idée d'avoir quelqu'un à mes côtés, qui se bat pour moi, m'a donné un nouveau souffle. J'ai quitté le bureau d'Étienne avec la certitude que, même avec la peur toujours présente, j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait. La lutte pour la justice ne serait pas facile, mais j'avais décidé que la vérité était plus puissante que n'importe quel mensonge qu'Henri pouvait raconter. Dans les jours qui ont suivi, je me suis préparé à la déposition. À chaque instant, l'anxiété grandissait, mais la détermination aussi. Je n'étais plus cette Camille qui se sentait impuissante. J'étais une femme prête à se battre pour sa vérité, pour sa dignité. Et enfin, la ville de Paris, dans toute sa beauté et sa complexité, semblait être à mes côtés, prête à être témoin de mon voyage. L'atmosphère dans la salle d'audience était chargée de tension. Le jour du jugement dernier était arrivé et j'étais assis au premier rang, mon cœur et mon esprit s'emballant. La lueur des lumières se reflétait sur les murs blancs, créant une scène froide et impersonnelle, mais je savais que là-bas, sous ce toit, ma vie pourrait changer pour toujours. La défense d'Henri avait déjà commencé sa campagne de discrédit et je sentais le poids de ses paroles comme si c'était des pierres lancées contre moi. Camille, a déclaré l'un des avocats de la défense, un homme en costume sombre et à l'air calculateur. Croyez-vous vraiment que votre parole suffit à ternir la réputation d'un homme comme Henri Dufresne? Un homme d'affaires respecté avec des décennies de contribution à la société? Sa voix résonnait dans la pièce alors qu'il faisait des gestes dramatiques, comme s'il montait un spectacle plutôt que de plaider une cause. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. Je savais qu'il essaierait d'inverser le récit, mais la douleur et l'humiliation auxquelles j'avais fait face étaient bien réelles. Henri n'est pas celui que vous pensez, pensais-je, tandis que l'image de lui s'approchant de moi dans ces nuits sombres envahissait mon esprit. J'ai essayé de me concentrer sur les mots que j'avais répétés tant de fois, mais la pression était suffocante. Parlons de votre vie personnelle, Camille, a poursuivi l'avocat. Cela ne vous dérange pas de partager avec le tribunal ce qui se passe réellement à l'extérieur des portes de l'entreprise, n'est-ce pas? Il sourit et je pouvais sentir la froideur de ses paroles. Vos relations, vos décisions. Cela peut fournir un contexte très intéressant pour ce que vous appelez des abus. Il se tourna vers le juge, comme s'il cherchait à approuver un spectacle qui n'avait rien de divertissant. Les murmures dans la pièce se sont accrus et je me suis senti exposé, comme une marionnette sur scène, sans aucun contrôle sur le récit.
L'avocat a commencé à énumérer les détails de ma vie que je voulais garder secret. Ma lutte pour équilibrer ma vie personnelle et professionnelle, mes insécurités et même une relation ratée, tout a été rendu public. Écoutez, ce n'est pas une victime, semblait-il plaider auprès des personnes présentes. C'est juste une femme confuse qui essaie d'attirer l'attention. Mon cœur s'emballa. Ce qu'il faisait était cruel, mais je savais que ce n'était pas seulement ça. C'était une stratégie, une arme pour me faire taire. J'ai regardé le parquet et j'ai vu Étienne, mon avocat, qui regardait d'un air sérieux. Il semblait évaluer chaque mot, chaque mouvement de l'avocat de la défense. Je savais qu'il était préparé, mais je devais aussi me préparer. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Une collègue, Juliette, était dans la pièce et ses yeux ont rencontré les miens. Elle était là et je voyais qu'elle était nerveuse aussi. Je me souvenais de nos conversations silencieuses dans les couloirs de l'entreprise, lorsqu'elle me confiait certaines de ses propres craintes. Elle avait été l'une des rares à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. « Tu n'es pas seule, Camille », pensais-je alors qu'elle me lançait un regard encourageant. Après quelques instants, la séance a été suspendue pour une pause. Je me levai, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Le couloir était plein de monde, mais je me sentais isolée dans la foule. Les voix se mélangeaient et je pouvais à peine entendre mes propres pensées. Juliette s'approcha et je sentis sa présence comme un baume pour mon âme blessée. « Camille », dit-elle d'une voix douce. « Je sais ce que tu traverses. Il m'a fait la même chose. Tu dois te rappeler que tu n'es pas seule dans cette situation. » Les larmes me montèrent aux yeux, mais je les retins. « Merci, Juliette. Je ne savais pas que tu avais fait face à ça aussi. » Elle hocha la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. J'ai gardé le silence pendant si longtemps, mais maintenant je vois qu'il ne s'agit pas seulement de nous. Il s'agit de nous tous. Nous devons nous battre, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes les femmes qui n'ont pas de voix. La chaleur de solidarité qu'elle m'a transmise m'a donné de la force. Je ne voulais pas seulement survivre, je voulais me battre. Lorsque nous sommes revenus au tribunal, une nouvelle énergie a pulsé en moi. La défense d'Henri frappa à nouveau, mais je ne ressentis plus la peur paralysante qui m'avait saisi auparavant. J'avais quelque chose de plus, quelque chose qui ne concernait pas seulement moi, mais aussi toutes les femmes qui avaient souffert en silence. Lors des questions, Étienne a tenu à souligner les incohérences dans les allégations de la défense. « Mesdames et messieurs du jury », commença-t-il d'une voix ferme et claire. « Il est essentiel que nous examinions les faits et ne cherchions pas à détourner l'attention de la vérité. Camille est une femme qui, pendant trop longtemps, a été réduite au silence par un homme puissant. Et cela ne doit pas être ignoré. » Les paroles d'Étienne résonnaient dans mon esprit comme un mantra. Avait-il raison? J'avais besoin d'être la voix que tant d'autres femmes ne pouvaient pas être. Quand ce fut mon tour de témoigner, je savais qu'il était temps de tout donner. Je me levai, les genoux tremblants mais la détermination brûlait en moi comme une flamme. « Camille », dit l'avocat de la défense avec un sourire sarcastique. « Croyez-vous vraiment que vos expériences sont pertinentes par rapport à ce qu'Henri a fait ou n'a pas fait? » « Oui », répondis-je avec une fermeté qui m'a surpris. « Mes expériences sont très pertinentes. Je ne suis pas qu'une femme en costume. Je suis une victime qui a vécu des abus qui m'ont détruite. Henri Dufresne a utilisé son pouvoir pour me faire taire, mais maintenant je suis là pour dire ma vérité. » Mes yeux ont rencontré ceux de Juliette dans le public et j'ai vu un petit sourire d'encouragement. La confiance que j'avais trouvée en sa présence m'a donné la force de continuer. « Il ne s'agit pas seulement de moi », dis-je en élevant la voix. « Il s'agit de toutes les femmes qui ont été réduites au silence, qui ont été victimes d'hommes qui croient pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je ne laisserai plus cela arriver. » Les mots résonnaient dans la pièce et je pouvais sentir le changement dans l'air. Le regard d'Étienne était approbateur et je réalisais que, aussi difficile que cela puisse être, je me battais enfin pour la vérité qui avait besoin d'être entendue. Je n'étais pas seule. À la fin de la séance, de nouvelles preuves ont été présentées. Un enregistrement qui avait été retrouvé, où Henri menaçait et manipulait un de ses employés. Le murmure dans la pièce s'intensifiait et la tension était palpable. Je savais que c'était le tournant. Ma détermination a été renouvelée et j'étais prêt à me battre jusqu'au bout. La bataille était loin d'être terminée, mais la lumière de l'espoir brillait. Il était temps d'affronter la vérité et de lutter pour la justice,
Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui se sentaient autrefois perdues et seules. La salle d'audience était en effervescence, l'atmosphère épaisse comme si l'air était chargé d'électricité. Je sentais mon cœur battre fort dans ma poitrine, chaque battement résonnant dans mon oreille. La salle était pleine de monde, de spectateurs et de journalistes, tous attendant de voir l'issue d'un cas qui n'était pas seulement le mien, mais celui de tant d'autres femmes qui avaient elles aussi souffert en silence. J'ai regardé Étienne, qui était assis à côté de moi. Son regard était ferme et encourageant, une ancre au milieu de la tempête qui faisait rage en moi. « Es-tu prête, Camille ?» murmura-t-il, sa voix douce et rassurante. « Je ne sais pas, Étienne. Et s'il arrivait à tout déformer? Et si personne ne me croit ?» Les mots sont sortis de moi dans un murmure, presque comme une prière. La peur m'accompagnait toujours, mais il y avait quelque chose de plus fort que cela, le désir de dire enfin ma vérité. « Souviens-toi de ce que tu m'as dit lors de la première réunion. Tu n'es pas seule, Camille. La vérité est votre allié. Et l'enregistrement que vous avez, c'est tout. Abattons cet homme ensemble, a-t-il répondu, sa confiance me donnant du courage. Le juge entra dans la salle et tout le monde se leva avec respect. Le murmure s'est tu et l'attention s'est tournée vers nous. Le procureur commença à expliquer les détails de l'affaire et le nom d'Henri résonna dans la pièce. Je l'ai vu assis de l'autre côté, son expression était dédaigneuse, comme s'il était au-dessus de tout. Mais je savais que ce n'était plus comme ça. Il était sur le point de faire face aux conséquences de ses actes. Quand ce fut mon tour de témoigner, la nervosité m'a envahi. Je me suis levé et me suis dirigé vers la chaise. La sensation de tous les regards sur moi me fit tourner l'estomac. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête en moi. En regardant le juge, j'ai dit, « Je m'appelle Camille et je suis là pour raconter mon histoire. » Les mots coulaient à flot et j'ai partagé chaque détail des moments qui m'ont marqué, de la première interaction gênante aux abus que j'ai subis. Pendant qu'il parlait, j'ai vu le regard de certaines personnes dans le public changer. Ce qui était autrefois de la curiosité s'est transformé en empathie. Quand j'ai fini, une vague de soulagement a parcouru mon corps. Mais il restait encore une dernière partie de mon histoire à révéler. J'ai un enregistrement, ai-je déclaré d'une voix ferme. Le murmure dans la pièce est devenu plus fort et j'ai senti l'adrénaline monter dans mes veines. Un enregistrement d'une conversation que j'ai eue avec Henri qui montre ses menaces. L'avocat de la défense se leva brusquement. Ce n'est pas pertinent. Cet enregistrement n'a pas sa place ici. Il semblait nerveux, sa voix tremblait et je savais que j'avais atteint un point crucial. Le juge semblait cependant intéressé. Mademoiselle Camille, pouvez-vous nous montrer cet enregistrement? Il m'a regardé et j'ai hoché la tête, sans détourner le regard. Les agents de sécurité ont apporté l'équipement nécessaire et le juge m'a fait signe de commencer à jouer. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais en même temps, une vague de détermination m'enveloppait. L'enregistrement a commencé et la pièce est devenue silencieuse. Si vous en parlez à quelqu'un, votre carrière sera ruinée. Personne ne vous croira, dit la voix d'Henri pleine de mépris. Vous n'avez aucune idée du pouvoir que j'ai. Les mots résonnaient dans la pièce et je pouvais ressentir l'impact qu'il avait. Le murmure s'intensifia et les yeux se tournèrent vers Henri, visiblement désormais nerveux. Il essaya de garder son sang-froid, mais ses yeux trahissaient la panique qui s'installait. « Tu penses que tu peux me faire tomber? Vous n'êtes qu'un employé. Je suis le chef. Les gens de votre côté ne vous croiront jamais, poursuit l'enregistrement, et la salle semble sous le choc. Le poids des paroles d'Henri pesait désormais sur lui, pas sur moi. À la fin de l'audio, le juge m'a regardé et j'ai pu voir sur son visage l'incrédulité et la gravité de la situation. L'avocat de la défense a tenté d'argumenter, mais il était clair que l'enregistrement constituait une preuve accablante. Henri, qui affichait auparavant une attitude arrogante, est désormais acculé. Il se releva, essayant de se défendre, mais ses paroles restèrent confuses, dénuées de sens. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Je plaisantais juste. Sa voix tremblait et les mots semblaient vides, sans fondement. Plaisanterie? Tu penses que c'est une blague, Henri? Dis-je en élevant la voix pour la première fois. Vous avez détruit la vie de tant de femmes, et maintenant vous êtes ici, essayant de minimiser vos actions? Je ne suis pas le seul.
Tu ne peux plus me faire taire. Des applaudissements retentirent quelque part dans la salle. J'ai rapidement regardé et j'ai vu que des femmes se levaient, les larmes aux yeux. L'un d'eux, que j'ai reconnu comme un collègue, m'applaudissait. Le juge a demandé le silence, mais le sentiment de soutien était écrasant. Finalement, je n'étais pas seul. L'avocat de la défense, se rendant compte que la situation se dégradait du côté d'Henri, commença à changer de stratégie. Il a essayé de discréditer mon histoire, de mettre en doute ma moralité. Qu'en est-il de votre comportement lors des fêtes d'entreprise? N'y avait-il pas d'alcool en cause? N'est-il pas vrai que vous avez eu des relations avec d'autres collègues? Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. J'ai crié, sentant la colère me consumer. Je ne suis pas la personne jugée ici. Il est. Mes choix de vie ne justifient pas les abus que j'ai subis. La pièce était désormais en ébullition et le juge dut intervenir à nouveau pour demander le calme. Je n'entendais plus les tentatives de défense d'Henri. Le sentiment que la vérité était enfin entendue et reconnue m'a donné de la force. Je savais que je ne me battais pas seulement pour moi-même, mais pour toutes les femmes qui étaient encore réduites au silence. Après de longues heures de témoignages et d'argumentation, le juge s'est finalement retiré pour délibérer. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais sentir la tension dans l'air et le poids de l'attente était presque insupportable. J'ai tenu la main d'Étienne, qui m'a offert un sourire encourageant. « Tu étais incroyable, Camille. Quoi qu'il arrive, vous avez déjà gagné. Votre courage a inspiré tant de gens ici. » Finalement, le juge revint et le cœur se serra. Après avoir examiné les preuves présentées, y compris l'enregistrement, le tribunal décide. Il fit une pause dramatique et le temps sembla s'écouler. Le prévenu, Henri, est reconnu coupable des accusations d'abus et de harcèlement. Un cri de joie retentit dans toute la salle. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Le poids qui m'alourdissait depuis si longtemps a commencé à s'atténuer. Le jury m'a regardé avec respect et j'ai su que mon combat n'était pas vain. Henri fut placé en garde à vue et la salle fut remplie d'applaudissements. Le sentiment de libération était écrasant. Je pouvais enfin respirer. J'ai regardé Étienne, qui souriait, et dans un instant de clarté, j'ai réalisé que c'était ma rédemption. J'avais trouvé ma voie et maintenant, il était temps de passer à autre chose. Le silence qui criait autrefois dans mon esprit était maintenant remplacé par le cri de la vérité. Les gens se levaient, s'applaudissaient et se soutenaient. Je savais que ce n'était qu'une partie de mon voyage, mais ce que j'avais accompli était monumental. Avec chaque applaudissement et chaque regard de soutien, je savais que la vérité trouverait toujours son chemin et que le courage d'une femme pouvait effectivement changer le monde.